dans le silence feutré de la nuit, ou la douceur d'un après-midi solitaire, une énigme se déploie, fragile et captivante. Chaque secret murmure, chaque regard cache une vérité insoupçonnée. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Le matin était encore voilé d'une brume légère lorsque nous avons quitté Londres, Poirot et moi, en direction de la campagne anglaise. Le rythme monotone de la route, bordé d'arbres dépouillés aux branches nues, s'accordait à la mélancolie que je ressentais, tout autant que l'atmosphère lourde et presque oppressante qui régnait dans l'habitacle. Le paysage défilait, offrant tour à tour des champs humides, des collines douces embrumées et quelques fermes isolées dont les cheminées fumaient timidement dans l'air froid. Poirot, calme et silencieux, observait le paysage d'un œil perçant, comme toujours, tandis que je me laissais imprégner de cette beauté triste, pressentant que notre visite au manoir Winthrop ne serait pas de celles qu'on oublie aisément. Loin de la vie trépidante de la capitale, cette région semblait figée dans le temps, comme si elle gardait jalousement ses secrets, secrets que nous allions bientôt déterrer. Lorsque la voiture s'engagea enfin dans l'allée bordée de hauts ifs, mon cœur s'alourdit un peu plus. Le manoir Winthrop s'élevait devant nous, massif et austère, avec ses murs de pierre grise et ses fenêtres aux rideaux tirés. Dès notre arrivée, nous fûmes accueillis par Lady Winthrop elle-même, une femme d'une élégance froide et distante, dont le regard trahissait une intelligence vive, mais également une certaine fatigue du monde. Elle nous salua avec une politesse mesurée, presque cérémonieuse, avant de nous introduire dans la maison. Les membres de la famille présents ce jour-là nous observaient avec une froideur non dissimulée, leur regard trahissant à la fois curiosité et méfiance. L'accueil, bien que formel, ne laissait aucun doute. Nous étions des intrus dans un univers fermé, et la moindre maladresse risquait d'éveiller des tensions latentes. Une fois installé dans le vaste salon, mon regard ne tarda pas à être attiré par une curiosité peu commune. Une collection de couteaux anciens, soigneusement disposés dans une vitrine, chacun avec une inscription énigmatique. Cet objet semblait chargé d'une symbolique particulière, presque lourde de sens, et ne semblait pas simplement décoratif. Autour de nous, l'atmosphère se faisait pesante, la tension palpable entre les invités, qui échangeaient des regards furtifs et parlaient à voix basse. Le silence semblait régner, interrompu seulement par les murmures étouffés et le bruit lointain d'un feu qui crépitait. Hastings ne pouvait s'empêcher de sentir que cette maison dissimulait un secret lourd, un secret qui allait bientôt éclater au grand jour. Autour de Lady Winthrop gravitaient plusieurs figures qui captèrent immédiatement mon attention. Le fils aîné, grand et imposant, affichait un air bourru, marqué par une impatience visible. Sa sœur cadette, quant à elle, restait en retrait, l'expression voilée par une réserve presque douloureuse. Le majordome, homme d'âge mûr au visage impassible, observait chacun avec une attention discrète, tandis qu'un invité inattendu, dont la présence semblait presque incongrue, se tenait dans un coin du salon, semblant absorber chaque détail avec une intensité silencieuse. Chacun portait sur ses épaules un poids invisible, une histoire que j'étais déterminé à comprendre. Les premiers échanges laissaient entrevoir des rancunes anciennes, des non-dits, et une atmosphère chargée de soupçons implicites, prélude aux révélations à venir. Le silence, ce jour-là, fut brisé par un cri étouffé qui fendit l'air lourd du manoir Winthrop. Nous étions tous réunis dans le grand salon lorsque la gouvernante
pâle comme un linge, surgit précipitamment, annonçant d'une voix tremblante que Lady Winthrop avait été retrouvée dans son boudoir, immobile, le visage marqué par l'horreur d'un crime irréparable. À nos côtés, Poirot échangea un regard grave avec moi, et sans un mot, nous nous précipitâmes vers la chambre. Le spectacle qui s'offrit à nous glaça mon sang. Là, sur le tapis persan, gisait Lady Winthrop, son corps marqué par une blessure profonde, la lame d'un des couteaux exposée plantée dans son flanc. L'odeur âcre du sang emplissait la pièce, mêlée à celle, plus subtile, d'un parfum qu'elle portait habituellement. Autour d'elle, les meubles semblaient figés dans une immobilité presque sacrée, comme si le temps lui-même avait suspendu sa course. La stupeur emplit la maisonnée, chaque regard se perdant dans une incrédulité mêlée à la peur. Ce meurtre brutal brisait l'apparente quiétude de cette famille, figée dans ses non-dits. La tension, jusque-là palpable mais contenue, explosa en un instant, et les murmures se transformèrent en accusations muettes, tandis que Poirot, calme et méthodique, commença déjà à observer chaque détail, chaque geste, chaque silence. Les réactions à la nouvelle du meurtre furent aussi diverses que révélatrices. Le fils aîné, d'ordinaire si maître de lui, se laissa aller à une colère sourde, exprimant d'une voix rauque son désespoir, mêlé à une frustration à peine voilée. Sa sœur, la cadette, préféra se réfugier dans un mutisme douloureux, les yeux noyés de larmes qu'elle tentait désespérément de dissimuler. Le majordome, habituellement impassible, semblait déchiré entre sa loyauté envers la famille et la peur qu'un terrible secret ne soit dévoilé. Quant à l'amant caché, dont la présence était désormais connue de tous, il vacillait entre la peur et le déni, conscient que son avenir pouvait basculer à tout instant. Chaque invité, quant à lui, oscillait entre stupeur et suspicion, cherchant à deviner qui parmi eux avait pu commettre un acte si odieux. Hastings observa attentivement ses émotions contradictoires, sachant que dans ses réactions se cachait souvent la vérité dissimulée, que seuls les plus perspicaces sauraient déchiffrer. Les alliances tacites, les jalousies latentes, tout cela se mêlait dans une toile complexe, prête à être démêlée par l'esprit aiguisé de Poirot. Alors que la nuit avançait, Poirot entreprit, avec sa précision coutumière, d'interroger chacun des présents, recueillant avec attention leurs déclarations. Hastings nota, avec une curiosité croissante, les contradictions subtiles qui parsemaient leurs récits. Le fils aîné, bien que ferme sur son emploi du temps, laissait échapper des hésitations sur certains détails. La fille cadette, quant à elle, fournissait un alibi flou, évoquant une promenade solitaire dont personne ne pouvait attester. Le majordome, maître des clés et des horaires, se montrait évasif sur ses allées et venues dans la demeure. L'amant, malgré son agitation visible, prétendait avoir été dans le jardin, mais ses vêtements ne semblaient pas en accord avec cette affirmation. Hastings remarqua aussi un détail troublant. Certains objets dans la pièce du crime avaient été déplacés, comme si quelqu'un avait tenté de masquer une vérité gênante. Toutes ces failles, ces zones d'ombre, tissaient peu à peu une toile d'incertitude, renforçant l'impression que la vérité se cachait derrière un masque de mensonges soigneusement élaboré. Poirot, lui, demeurait imperturbable, prêt à percer les secrets enfouis derrière ses alibis fragiles. Le couteau, cet objet qui semblait si anodin au premier regard, s'imposa rapidement comme la clé de voûte de toute notre enquête. Poirot, avec sa minutie habituelle, ne tarda pas à souligner son importance bien au-delà de la simple arme du crime. Il ne s'agissait pas d'un simple couteau quelconque, mais d'une pièce appartenant à une collection ancienne,
soigneusement conservées et exposées dans la vitrine du salon, dont chaque lame portait une histoire, un nom, un souvenir. Ce n'était pas un hasard si l'assassin n'avait choisi cette arme. Elle était à la fois un message et un symbole, un lien direct avec le passé trouble de Lady Winthrop et de sa famille. Poirot insista sur la qualité de l'acier, le style de la lame, mais aussi sur les gravures délicates qui ornaient ce manche, qui évoquaient un artisanat d'une époque révolue. Il fit remarquer que ce couteau avait une valeur sentimentale, presque sacrée pour la famille, ce qui ajoutait une dimension dramatique à son utilisation meurtrière. Cette lame, à la fois précieuse et mortelle, portait le poids d'un héritage dont le meurtrier semblait vouloir rappeler l'importance. Au-delà de son aspect matériel, Poirot évoqua la symbolique profonde que pouvait représenter un couteau dans ce contexte. Ce n'était pas seulement un instrument de mort, mais un symbole tranchant, découpant les liens familiaux, une métaphore du secret, du tranchant du mensonge et de la vérité. Le fait que le meurtrier ait utilisé un objet aussi chargé de sens ne pouvait être anodin. Hastings remarqua alors combien le couteau semblait incarner la fracture invisible qui déchirait la famille Winthrop. Enfin, Poirot examina avec soin les traces présentes sur la lame, cherchant à déterminer s'il avait été nettoyé, manipulé récemment, ou laissé tel quel, en signe d'un défi adressé aux membres du manoir. Le moindre détail pouvait offrir une piste, et chaque observation renforçait l'idée que le couteau était bien plus qu'une simple arme. Il était le cœur battant du mystère. Dans cette réflexion, je sentis que l'enquête venait de prendre un tournant décisif et que nous étions désormais sur la bonne voie pour dévoiler la vérité enfouie derrière ce meurtre énigmatique. À mesure que Poirot exposait ses conclusions, l'atmosphère se fit plus dense, comme si le couteau lui-même, silencieux, réclamait justice. Ce symbole tranchant semblait promettre une révélation imminente, une vérité qui, une fois dévoilée, ne laisserait personne indemne. Le fils aîné de Lady Winthrop, Charles, se distinguait immédiatement par sa présence imposante et son tempérament, que l'on pouvait qualifier d'explosif. Hastings observa ses traits durs, ses sourcils froncés et son regard chargé d'une impatience presque palpable. Charles était un homme habité par une ambition farouche, nourri depuis son plus jeune âge par l'héritage familial et le poids des attentes. Mais cette ambition semblait s'être heurtée à un mur invisible, un mur façonné par les décisions de sa mère et les rancunes anciennes qui s'étaient installées dans Rolls-Mondes. Leur relation était marquée par des conflits récurrents, parfois dissimulés sous un vernis de respect, mais toujours prêts à éclater en disputes vives et passionnées. Lors de notre premier échange, il ne cacha pas sa frustration ni sa colère. Il évoqua avec amertume son rôle dans l'entreprise familiale, qu'il jugeait insuffisamment reconnu, et l'influence déterminante de sa mère sur chaque aspect de leur vie commune. Hastings notait que cette colère semblait aussi être un masque, une façade derrière laquelle se cachait un jeune homme blessé, en proie à des doutes plus profonds. Charles était persuadé que certains parmi la famille et les invités complotaient pour le maintenir à l'écart de ses prétentions. Et cette conviction, alimentée par un ressentiment tenace, le plaçait irrémédiablement dans le cercle des suspects. Pourtant, Hastings ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour ce personnage complexe, tiraillé entre ses aspirations et ses déceptions. Il représentait à la fois une force vive et un potentiel brisé, un être dont la colère était la manifestation visible d'un combat intérieur. Ce mélange de fureur et de vulnérabilité
allait sans doute jouer un rôle crucial dans la compréhension des événements à venir, d'autant plus que son comportement lors des premières heures de l'enquête révélait des contradictions notables entre fermeté et hésitation, défi et peur. À l'opposé de l'exubérance de son frère, la fille cadette, Eleanor, imposait par sa discrétion et son mystère. Hastings remarqua rapidement sa manière de se tenir à l'écart, les yeux baissés ou perdus dans une contemplation lointaine, comme si elle portait en elle un poids invisible que nul n'osait aborder. Eleanor parlait peu, et quand elle le faisait, c'était avec une voix douce, presque hésitante, laissant filtrer un mélange d'appréhension et de prudence. Il devint clair que sa réserve n'était pas simplement due à la timidité, mais qu'elle dissimulait des secrets, des silences lourds de sens que ses regards fuyants ne pouvaient totalement cacher. Hastings s'efforça de sonder ces zones d'ombre, décelant dans ses réponses des allusions subtiles à des liens cachés avec d'autres personnages de la maisonnée, voire à des événements passés que l'on cherchait à enterrer. Cette mystérieuse pudeur, loin de la mettre à l'abri du soupçon, la rendait d'autant plus intrigante, comme si elle détenait une vérité que personne ne voulait entendre. Lors d'un moment de confidence, Eleanor laissa échapper une phrase énigmatique sur une douleur ancienne, un souvenir qu'elle ne pouvait partager. Hastings comprit que derrière cette façade réservée se cachait une femme brisée, consciente de forces qui dépassaient en sa propre volonté. Son rôle dans l'intrigue ne faisait que commencer à se dessiner, et chaque mot, chaque silence, devenait une pièce du puzzle complexe que Poirot s'efforçait de résoudre. Le majordome, M. Grayson, était un homme dont la présence imposait le respect autant que la prudence. Hastings observa son visage impassible, marqué par des années de service fidèle, mais aussi par une certaine rigidité qui ne laissait guère transparaître ses pensées réelles. Fidèle au protocole et à la famille Winthrop, il semblait pourtant dissimuler des motivations obscures, comme si derrière son masque d'obéissance se cachait un homme dont le passé demeurait un mystère. Lors des entretiens, M. Grayson s'efforça de répondre avec précision aux questions de Poirot, mais Hastings détecta dans ses propos des hésitations subtiles, des détails esquivés qui éveillèrent immédiatement la méfiance de l'enquêteur. Son rôle dans la gestion quotidienne du manoir lui conférait un accès privilégié à tous les secrets de la maison, et cette position stratégique en faisait un personnage à double tranchant, à la fois un pilier de stabilité et un potentiel gardien de vérités dangereuses. Le mystère autour de sa personne se densifiait à mesure que l'enquête avançait. Et Hastings se surprit à se demander si la loyauté affichée n'était pas un écran derrière lequel se tramaient d'autres desseins. L'homme semblait habité par une obsession silencieuse, un conflit intérieur qui ne demandait qu'à éclater, ajoutant ainsi une nouvelle couche de complexité à cette affaire, déjà riche en tensions et non-dits. La révélation de l'existence d'un amant secret pour Lady Winthrop jeta une ombre nouvelle et déstabilisante sur la maisonnée. Hastings, à travers mon regard curieux et quelque peu perplexe, découvrit bientôt que cet homme, un certain Edward Marlowe, était présent depuis plusieurs semaines, dissimulé derrière le voile d'un ami de la famille. Sa présence, bien que discrète, éveillait des tensions palpables, non seulement parce qu'il incarnait une trahison intime, mais aussi en raison des répercussions qu'elle pouvait avoir sur l'équilibre déjà fragile de la famille Winthrop. Edward se montrait à la fois passionné et nerveux, oscillant entre moments de douceur feinte et éclairs d'agressivité contenue. Son rôle dans la maison n'était pas clairement défini, et il semblait aussi prisonnier de cette liaison que Lady Winthrop elle-même. Hastings
nota combien leur relation semblait empreinte de secrets, de non-dits, et surtout de craintes mutuelles. La jalousie, l'obsession et la peur de la découverte alimentaient cette tension sous-jacente qui flottait dans chaque échange. Les murmures et regards échangés entre les membres de la famille au sujet d'Edward trahissaient leur désapprobation et leur méfiance. Cette liaison dangereuse semblait avoir réveillé des rancunes anciennes et réveillé des conflits latents, jetant sur tout le monde un soupçon mutuel. Hastings sentit que, derrière cette passion clandestine, se dissimulait peut-être un mobile puissant, susceptible d'expliquer bien des zones d'ombre dans cette affaire. Au moment où nous pensions avoir commencé à cerner les enjeux présents, un événement inattendu vint bouleverser encore davantage l'atmosphère déjà chargée du manoir. Un visiteur mystérieux fit son apparition, un certain Sir Reginald Ashcroft, un homme dont la réputation et le passé étaient enveloppés de secrets que peu osaient évoquer. Son arrivée fut accueillie avec un mélange d'étonnement, de peur et de froideur. Hastings remarqua immédiatement les regards furtifs échangés et les silences lourds entre les membres de la famille, comme si sa présence réveillait de vieux démons. Sir Reginald était lié à un épisode ancien, un drame enfoui que Lady Winthrop et ses proches préféraient oublier. Sa venue raviva des rancunes profondes et des soupçons oubliés, jetant une lumière nouvelle sur les conflits sous-jacents. Hastings perçut dans ses paroles un mélange de regret et de défi, comme s'il cherchait à déterrer des vérités qu'on aurait souhaité enterrer à jamais. Cette intrusion dans le présent, avec un passé trouble, fit vaciller les certitudes que nous avions peu à peu construites. Hastings comprit que pour résoudre cette énigme, il faudrait plonger dans les méandres de ces événements anciens, où se cachaient sans doute les clés du meurtre. La tension monta d'un cran, et le mystère s'épaissit, promettant une enquête d'autant plus complexe que le temps semblait jouer contre nous. Dès que nous eûmes franchi le seuil de la chambre, où reposait encore le corps sans vie de Lady Winthrop, Poirot s'immobilisa un instant, laissant son regard scruter chaque recoin, avec la rigueur d'un homme qui sait que le moindre détail peut être la clé de l'énigme. Je l'observais, fasciné par cette précision d'esprit, cette capacité à ne rien laisser au hasard. Il ne se contenta pas de regarder la scène dans son ensemble. Il examina le tapis sous le corps, la disposition des meubles, la position de la victime et, bien sûr, la blessure elle-même. Chaque chose avait une raison d'être, un poids dans la vérité cachée. Il remarqua d'abord une légère trace de poussière déplacée près de la fenêtre entr'ouverte, comme si quelqu'un avait tenté d'y entrer ou d'en sortir précipitamment. Puis, il observa avec soin la poignée de la porte, qui portait une empreinte digitale partielle, pas très nette, mais suffisamment distincte pour qu'il la note dans son esprit. Ce qui attira aussi son attention fut un parfum subtil, presque imperceptible, qui flottait dans l'air, un mélange délicat de lavande et d'un autre arôme plus âcre, un indice olfactif que je ne pouvais déchiffrer seul. Poirot fit remarquer que ce parfum était souvent utilisé dans certains salons privés, ce qui ne pouvait être un hasard dans une demeure où chaque élément semblait chargé de symboles. L'enquêteur s'attarda également sur la collection de couteaux, posés dans leur vitrine, et nota avec un sourire énigmatique que l'arme du crime était précisément l'un d'eux, celui portant une inscription particulière qui semblait liée à une vieille querelle familiale. Le placement de la lame, la force du coup, tout était minutieusement analysé, chaque détail livrant sa part de vérité. Hastings comprit alors que dans ce sanctuaire silencieux
chaque élément constituait un témoignage muet, prêt à se révéler sous le regard acéré de Poirot, qui semblait déjà assembler, pièce par pièce, le puzzle qui nous attendait. Après cette inspection rigoureuse, nous entamâmes les interrogatoires des membres de la maisonnée. Hastings nota, avec une attention particulière, les nuances dans les propos des suspects, leurs hésitations et contradictions, qui bien souvent trahissaient une vérité plus complexe que les apparences. Charles, le fils aîné, tout d'abord, affirmait avoir été dans sa chambre à préparer des documents, mais la mention imprécise de l'heure exacte éveilla les soupçons de Poirot. Éléanore, silencieuse et réservée, esquiva plusieurs questions, ses réponses courtes laissant transparaître une tension palpable. Le majordome, quant à lui, répondit avec un calme apparent, mais Hastings remarqua que ses yeux évitaient parfois ceux de Poirot, un détail qui, pour notre détective, ne passait jamais inaperçu. L'amant secret, Edward, témoignait d'une nervosité visible, sa voix tremblante, trahissant une anxiété que son récit tentait de dissimuler. Enfin, l'invité inattendu, Sir Reginald, déploya une assurance froide, mais ses réponses étaient teintées de rancunes à peine voilées, et ses allusions au passé semblaient vouloir détourner l'attention. Chaque entretien offrait à Poirot de nouvelles pièces à examiner, des détails contradictoires qui, loin de simplifier l'enquête, en complexifiaient les contours. Hastings comprit que ces premières révélations n'étaient pas qu'une surface trompeuse, derrière laquelle se cachaient des vérités enfouies, des mensonges habilement tissés, et que la véritable enquête ne faisait que commencer. La tension montait, et l'esprit brillant de Poirot s'apprêtait à démêler les chevaux de cette affaire plus tortueuse qu'il n'y paraissait. Au fil de notre enquête, il devint évident que l'arme du crime, bien que clairement identifiée, portait en elle un mystère plus profond que ce que nous avions d'abord imaginé. Poirot, toujours attentif aux moindres détails, fit part de ses observations sur des indices contradictoires quant à la provenance réelle du couteau meurtrier. Bien que la collection familiale exposée dans le salon comprenne plusieurs pièces d'une valeur inestimable, il semblait que le couteau utilisé n'appartenait pas uniquement à cette collection, ou du moins qu'il y avait une confusion autour de son origine précise. Nous découvrîmes, à notre grande surprise, que deux couteaux presque identiques coexistaient, mais qu'un seul pouvait être celui qui avait causé la mort de Lady Winthrop. Ce doublet jetait un trouble considérable, car si l'un était bien répertorié et visible dans la vitrine, l'autre semblait avoir disparu depuis plusieurs années, perdu ou subtilisé dans des circonstances mystérieuses. Ce détail compliquait considérablement la tâche, car l'assassin avait pu utiliser ce jumeau, oublié, pour brouiller les pistes. Poirot s'intéressa aussi aux marques d'usure et aux particularités de la lame, notant que certaines strass sur la poignée indiquaient un usage récent et inhabituel. Ces éléments semblaient indiquer que le couteau avait été manipulé à plusieurs reprises, non seulement pour commettre le crime, mais peut-être aussi pour masquer son identité. Hastings, de son côté, sentit poindre dans l'air une atmosphère de tromperie, comme si le couteau devenait un symbole d'un mensonge soigneusement élaboré. Cette incertitude sur l'origine de l'arme compliquait l'enquête, mais offrait à Poirot la matière dont il avait besoin pour pousser ses investigations plus loin. Il s'agissait désormais de comprendre qui avait accès à ces objets, et surtout, qui pouvait avoir intérêt à manipuler ainsi la vérité. Le mystère du couteau ne faisait que s'épaissir, promettant de révéler des secrets enfouis, lorsque la révélation d'un suspect principal surgit pour détourner notre attention. Dans les jours qui suivirent,
l'enquête prit une tournure inattendue lorsqu'un des membres de la maisonnée devint le principal suspect, attirant sur lui la suspicion générale. Hastings observa avec une certaine incrédulité comment les regards et les soupçons se concentraient sur Thomas, le majordome, dont le comportement réservé et les réponses parfois hésitantes lui valurent d'être pointé du doigt. Les preuves circonstancielles s'accumulaient contre lui, notamment des traces trouvées sur ses vêtements et des incohérences dans son emploi du temps. Cependant, Poirot, fidèle à sa méthode rigoureuse, ne se laissa pas emporter par les apparences. Il entreprit une analyse minutieuse des faits, remettant en question chaque pièce du dossier qui semblait accabler Thomas. Hastings, qui avait toujours éprouvé une certaine sympathie pour le majordome, suivait attentivement le raisonnement de Poirot, partagé entre le doute et l'espoir. Au fil de ses investigations, Poirot mit en lumière des contradictions dans les témoignages, des erreurs dans la chronologie, et surtout, un alibi solide pour Thomas, corroboré par des preuves que personne n'avait encore pris en compte. Cette réhabilitation progressive du majordome bouleversa l'enquête, obligeant tous les protagonistes à remettre en cause leur certitude. Thomas, innocenté, sortit de l'ombre, tandis que la véritable nature du mystère s'approfondissait, nous entraînant vers de nouvelles révélations. Alors que l'enquête stagnait dans les méandres des alibis et des soupçons, une découverte fortuite vint soudain jeter une lumière nouvelle sur l'affaire. En fouillant discrètement le bureau de Lady Winthrop, je tombais sur un carnet ancien, relié en cuir usé, dont la couverture portait les initiales de la défunte. Ce journal intime, soigneusement caché derrière une rangée de livres, semblait être une confidence précieuse laissée pour nos yeux. Les pages jaunies racontaient, avec une sincérité poignante, des épisodes marquants du passé de Lady Winthrop, révélant des secrets enfouis sous le vernis de la respectabilité familiale. Hastings lut avec moi ces mots empreints d'émotion et de douleur, découvrant l'existence d'une trahison ancienne, d'un affrontement qui avait laissé des cicatrices invisibles mais profondes. Les passages décrivaient aussi des relations complexes avec ses proches, des amitiés brisées et des inimitiés sourdes, des non-dits qui avaient empoisonné des années de silence. Ce journal devint aussitôt un guide précieux, une clé ouvrant une porte vers un passé que personne ne voulait évoquer. Hastings sentait que ces révélations, si elles étaient maniées avec précaution, pourraient nous mener droit à la source du meurtre, à la fois dans le cœur de Lady Winthrop et dans les recoins les plus sombres de sa famille. L'atmosphère du manoir semblait soudain s'alourdir, comme si les fantômes du passé reprenaient une vie, prêts à nous révéler leurs secrets. Les pages du journal livrèrent peu à peu le récit d'un drame vieux de 20 ans, une histoire de trahison qui avait marqué à jamais la famille Winthrop. Hastings, attentif, suivait le fil de cette histoire douloureuse, où l'amour, la jalousie et la rancune s'entremêlaient pour tisser une toile de tension inextricable. Lady Winthrop y décrivait une période où des alliances familiales s'étaient brisées, où des promesses avaient été trahies, provoquant des blessures profondes que le temps n'avait pas su cicatriser. Ce passé enfoui expliquait beaucoup des rancunes à peine voilées que nous avions perçues depuis notre arrivée. Hastings comprenait que chaque membre de la famille portait en lui un poids secret, un ressentiment qui nourrissait des conflits sourds, prêts à éclater à la moindre étincelle. Le journal évoquait également des événements mystérieux, des disparitions de biens précieux, et surtout la douleur d'un héritage déchiré, entre devoir et vengeance. Cette révélation vint éclairer d'un jour nouveau les relations entre les protagonistes, rendant plus tangible la complexité des liens qui les unissaient.
Hastings percevait désormais que le meurtre de Lady Winthrop n'était pas un acte isolé, mais le point culminant d'une tragédie familiale dont les racines plongeaient profondément dans le passé. Au cœur de ce passé tourmenté, la collection de couteaux prenait une importance particulière, bien au-delà de sa simple valeur esthétique. Hastings et moi comprîmes rapidement que ces armes, héritées de générations successives, portaient en elles une charge symbolique lourde. Chaque couteau, gravé d'inscriptions anciennes et portant des noms oubliés, racontait une histoire de conflits, d'honneurs bafoués et de secrets jalousement gardés. Le journal intime faisait allusion à un pacte implicite, où ces couteaux représentaient à la fois la mémoire des affrontements passés et un avertissement à ceux qui oseraient trahir la famille. L'utilisation d'un de ces couteaux dans le meurtre devenait alors un geste chargé de sens, presque rituel, destiné à rappeler un châtiment ancien. Poirot observa avec intérêt ce lien entre l'objet du crime et le drame familial, soulignant combien la symbolique pouvait éclairer la psychologie du meurtrier. Hastings sentit que le mystère se resserrait, que les couteaux étaient à la clé, permettant de dénouer l'imbroglio des émotions et des motivations qui avaient conduit à ce meurtre. Le poids du passé, incarné dans ces lames, devenait une menace tangible, un fil conducteur entre les générations, prêt à être tiré pour révéler la vérité cachée derrière le voile du temps. Le jour fatidique arriva enfin, où Poirot jugea nécessaire de rassembler tous les protagonistes dans le grand salon du manoir. L'atmosphère qui régnait était lourde, presque étouffante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle dans l'attente de la vérité. Hastings observa les visages tendus, les regards échangés avec méfiance et les mains crispées, témoins d'une angoisse palpable. Chaque personne semblait consciente de l'importance de ce moment, consciente que le voile allait bientôt se lever sur les secrets enfouis. Poirot, fidèle à son habitude, entra calmement, presque solennellement, et invita chacun à prendre place. Son regard scrutait la pièce avec une intensité tranquille, prête à dénouer l'écheveau des mensonges et des faux semblants. Hastings sentait l'électricité dans l'air, cette tension feutrée qui précède toujours les révélations majeures. Le silence s'installa, seulement troublé par le léger crépitement du feu dans la cheminée, tandis que Poirot s'apprêtait à dérouler son exposé avec une rigueur implacable. Poirot commença par défaire méthodiquement chacune des pistes qui avaient, jusqu'alors, égaré l'enquête. Hastings relata avec précision comment le détective dévoila les erreurs d'interprétation, les alibis fragiles et les indices trompeurs. Il évoqua, entre autres, les contradictions dans les témoignages, les objets déplacés intentionnellement et les fausses pistes savamment orchestrées par le meurtrier pour détourner l'attention. Le détective exposa aussi les soupçons injustifiés portés sur Thomas, le majordome, et la manière dont certains éléments avaient été manipulés pour faire de lui un bouc émissaire. Hastings ne put s'empêcher d'admirer la finesse de ce raisonnement, chaque détail étant remis à sa place dans un ordre logique et cohérent. Ce dévoilement méticuleux jeta une lumière nouvelle sur les faits, préparant l'auditoire à la révélation finale, tout en maintenant une tension palpable, comme un souffle suspendu avant la chute. Vint alors le moment attendu, celui où Poirot, avec sa voix calme mais ferme, désigna le véritable meurtrier. Hastings décrivit l'effet immédiat de cette révélation sur l'assemblée. Des regards ébahis, des murmures étouffés et quelques visages pâlis par la stupeur. Le détective exposa les motivations cachées du coupable, un mélange complexe de ressentiment, de jalousie et de vengeance,
profondément enraciné dans le passé de la famille. Poirot expliqua comment le mobile avait été dissimulé derrière une façade de respectabilité et comment chaque geste, chaque mensonge avait été une pièce du puzzle destinée à masquer la vérité. Hastings nota la manière dont le coupable tenta d'abord de nier, avant de se laisser submerger par la logique implacable du détective. Ce moment, empreint de gravité et de tension, marqua un tournant décisif dans l'affaire, scellant le destin des protagonistes. Pour clore cette scène, Poirot clarifia l'importance symbolique et pratique du couteau dans le crime. Hastings relata comment le détective révéla que cet objet, loin d'être un simple instrument de mort, incarnait un message, une allusion aux anciennes querelles familiales et à la nature même du châtiment infligé. Le couteau devint ainsi une pièce maîtresse, non seulement du meurtre, mais aussi du drame psychologique qui avait conduit à cet acte. Poirot expliqua comment l'analyse minutieuse de la lame, de ses marques et de sa provenance permit de déjouer le coupable, qui avait cru pouvoir se dissimuler derrière l'objet chargé d'histoire. Cette révélation finale, mêlant symbolisme et preuve tangible, apporta une conclusion satisfaisante et éclairante à cette énigme complexe. Hastings sentit que la vérité, bien que douloureuse, avait enfin émergé de l'ombre. À mesure que l'affaire avançait, il m'était impossible de ne pas réfléchir à la complexité des émotions qui animaient chacun des protagonistes de ce drame. Derrière chaque regard, chaque geste, se cachait un monde intérieur chargé de douleur, de rancune, d'amour et de peur. Hastings observa combien ces sentiments, souvent inavoués, influençaient profondément les décisions et les actes, parfois au-delà de toute raison. Je songeais à Lady Winthrop, dont la rigidité masquait une sensibilité profonde, blessée par des trahisons passées. Son fils aîné, emporté par une ambition dévorante, semblait souvent dépassé par la colère qui le consumait. Sa fille cadette, réservée et secrète, portait le poids d'un silence lourd à porter. Même le majordome, dont la loyauté paraissait inébranlable, laissait entrevoir des tensions inexprimées. Et puis il y avait Édouard, l'amant, prisonnier d'une passion dangereuse, et enfin cet invité mystérieux, porteur d'un passé que nul ne voulait évoquer. Ce mélange d'émotions exacerbées créait une toile d'araignée fragile et complexe, où chaque fil pouvait céder sous la moindre pression. Hastings comprenait que ces sentiments humains, avec toute leur ambivalence, étaient souvent le véritable moteur des tragédies, bien plus que les simples faits apparents. Cette réflexion me laissait songeur, car elle révélait l'essence même de notre enquête, démêler non seulement des indices, mais des cœurs tourmentés. L'ombre du passé planait de manière oppressante sur cette famille, et il devenait clair que les actes présents ne pouvaient en être dissociés des secrets anciens qui les liaient. Hastings méditait sur la manière dont ces souvenirs enfouis, ces blessures jamais refermées, exerçaient une influence durable, parfois insidieuse, sur les relations et les choix de chacun. Les trahisons d'autrefois, les rancunes tues, les douleurs cachées, tout cela constituait un terreau fertile pour la naissance de conflits et de ressentiments. Lady Winthrop elle-même portait ce poids, qui s'était transmis comme une malédiction, contaminant peu à peu les liens familiaux. Chaque personnage semblait prisonnier de ce passé, incapable d'en sortir sans payer un lourd tribut. Cette prise de conscience poussait Hastings à s'interroger sur la nature même du pardon et de la rédemption, sur la difficulté de tourner la page lorsque les blessures sont profondes. Le passé, tel un fantôme silencieux, continuait d'écrire l'histoire du présent, façonnant les destins de manière irréversible. Il devenait évident que pour comprendre le meurtre,
Il fallait plonger dans cette mémoire trouble et accepter que la vérité soit aussi douloureuse qu'inévitable. Enfin, Hastings se prit à réfléchir à la nature insaisissable de la vérité et à la délicate frontière qui sépare la justice de la vengeance. Dans cette affaire complexe, il semblait que la vérité, loin d'être un absolu, se montrait fragile, sujette aux interprétations, aux biais et aux émotions humaines. La quête de justice devenait ainsi un équilibre précaire, parfois compromis par les passions et les blessures profondes. Je me demandais jusqu'où la vengeance pouvait justifier un crime, et si la justice pouvait vraiment être rendue lorsque les motifs sont entremêlés d'histoires personnelles et de douleurs enfouies. Hastings s'interrogea sur le poids moral des choix faits par chacun, sur la responsabilité individuelle face à un destin marqué par le poids du passé. Cette réflexion finale, empreinte de mélancolie et d'humanité, laissait planer une question ouverte, invitant chacun à méditer sur la complexité des actes et de leurs conséquences. Le moment était venu pour Poirot et moi de quitter le manoir Winthrop, cette demeure chargée de lourds souvenirs et de non-dits. Tandis que nous montions dans la voiture, je ne pus m'empêcher de jeter un dernier regard à la silhouette austère du bâtiment, qui semblait s'enfoncer lentement dans la brume naissante. Le drame qui s'était joué ici, le poids des secrets révélés, pesait encore sur l'atmosphère, mais une forme d'apaisement semblait enfin régner. Le calme fragile qui succédait à la tempête, ce silence, après le tumulte, nous accompagnait sur la route du retour. Au fil des kilomètres, je réfléchissais à tout ce que nous avions découvert, aux vies brisées et aux vérités dévoilées. Le manoir Winthrop n'était plus qu'un souvenir, mais son empreinte demeurait en nous, indélébile. Poirot, fidèle à lui-même, demeurait pensif, méditant sans doute sur les mystères que recèlent les âmes humaines. Je compris que, malgré le dénouement, cette histoire laisserait une trace profonde, bien au-delà du simple fait divers. Les jours suivants, Hastings ne cessa de penser aux conséquences du meurtre sur les membres de la famille et les invités. Chacun, à sa manière, tentait de reconstruire un équilibre fragile, tâchant de panser les blessures laissées par le drame. Les rancunes anciennes semblaient, pour un temps, s'effacer devant la nécessité de surmonter la perte, mais l'ombre du passé continuait de planer, rappelant que certaines cicatrices restent invisibles et que la paix n'est jamais complète. La maison, autrefois théâtre de tensions silencieuses, se voulait désormais un lieu de réconciliation, mais Hastings savait que les esprits demeuraient marqués. Les non-dits ne disparaissent jamais tout à fait, et la mémoire des événements continuerait à habiter chaque pièce. Cette lente reconstruction, si nécessaire soit-elle, ne pouvait effacer totalement le poids des émotions qui avaient conduit à ce tragique incident. Avant de clore cette page sombre de notre existence, Hastings posa son regard sur la vitrine où reposaient les couteaux, ces objets désormais chargés d'une signification nouvelle. Ils n'étaient plus seulement des témoins du passé, mais des symboles de mémoire et de rédemption. Leur présence silencieuse rappelait que derrière chaque geste violent se cache une histoire, une douleur et parfois l'espoir d'un renouveau. Ce dernier regard vers les couteaux incarna pour Hastings l'essence même de cette enquête, la quête de vérité, la complexité des sentiments humains et la fragile frontière entre justice et pardon. C'est avec cette pensée que nous quittâmes définitivement le manoir, conscients que, malgré tout, la vie continue, toujours pleine de mystères à résoudre. L'ombre du passé s'efface parfois, au prix d'une vérité lourde à porter, nous rappelant que le cœur humain est un labyrinthe aux secrets infinis. Et vous, auriez-vous percé le mystère avant que le silence ne tombe pour toujours ?
N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker cette histoire et à vous abonner pour d'autres énigmes captivantes. Que cette nuit vous garde en son doux mystère, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau.